Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Bakambe. Vous êtes en compagnie de M. Kayus Ebelebe. Nous organisons une émission spéciale Congo, une émission parce que nous avons besoin de comprendre les enjeux et comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on annonce au Congo encore une augmentation des prix, et notamment comme le Congo est un pays producteur pétrolier, membre de l'OPEP désormais, ces prix ont un impact sur la vie des Congolais. Nous allons demander l'avis d'un expert connu sur la place publique, M. Maboussou, qui aujourd'hui a accepté notre invitation pour pouvoir venir parler et puis éclairer les Congolais et les Congolaises qui vont nous écouter. Alors, M. Alphonse Maboussou, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Ebelebe. Très ravi de répondre à votre invitation et je salue par avance vos auditeurs. Merci beaucoup, M. Maboussou. Comme je l'ai dit, je vous ai appelé parce que je voulais avoir votre avis d'expert pour pouvoir nous aider à comprendre ce qui se passe. Avant de commencer, si vous pouviez, pour les gens qui vous écoutent, légèrement dire votre expertise, en quoi elle consiste, et je pense que vous êtes dans le domaine pétrolier, c'est ça? C'est ça, oui. Avant tout propos, écoutez, aujourd'hui est un jour assez... nous sommes en deuil, parce que nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Tout à fait. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très domicile. Permettez que je m'incline devant la mémoire de ces compatriotes disparus dans l'anonymat simplement parce qu'ils avaient soif d'être utiles à la société, de par le travail, fonder une famille, subvenir aux besoins de leurs bien-aimés à partir des revenus qu'ils auraient pu engranger en se faisant recruter dans l'armée. Malheureusement, ils se retournent à la maison du père, laissant leur famille dans la souffrance d'avoir perdu des êtres très chers. De nouvelles techniques de recrutement existent maintenant, permettant aux candidats d'appliquer via le net, puis d'organiser les tests certainement psychotechniques, les exercices physiques, puis les entretiens sur rendez-vous, et peut-être par petits groupes, pour ceux qui auraient pu être sélectionnés. Voilà que des compatriotes qui trouvent la mort à cause de la bêtise de ceux qui gouvernent le Congo, en amateur depuis quasiment 3 décennies. La problématique du partage équitable des richesses du pays à tous les Congolais reste posée, parce que l'emploi se fait rare aujourd'hui. Maintenant, pour revenir je m'incline donc devant la dépouille de tous ces disparus, et pour revenir à votre question, je dirais simplement que je suis consultant en expertise pétrolière avec une 20aine d'années d'expérience. J'ai été informaticien au départ, sorti de l'Institut africain d'informatique du Gabon. En 1984, j'ai commencé à travailler à la SNE, puis à l'OCI, puis à la VIDC. Et après, je me suis retrouvé à l'UAIC, puis quelques instants comme consultant à l'hôpital Assissé, avant d'intégrer Schlumberger, qui est cette grande entreprise qui regorge des milliers et des milliers de cadres dans les services pétroliers. Et c'est à l'intérieur donc de Schlumberger que j'ai pu gravir les échelons de la hiérarchie, et je me suis spécialisé dans les banques de données pétrolières. Donc, j'ai une petite idée de ce que représente l'information pétrolière sur toute la filière de l'industrie pétrolière. Voilà pourquoi j'ai servi comme consultant à Sonangol, en Angola, à la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun, à la Direction générale des hydrocarbures au Gabon, à Petrosi en Côte d'Ivoire, avant d'aller du côté du Venezuela et de Houston aux États-Unis. Voilà, donc j'avais mon cabinet d'expertise pétrolière en France, mais du fait de la crise, j'ai dû surseoir mes activités, et puis voilà, mais je reste disponible. Voilà. Voilà un peu. Je suis marié, père de 5 enfants, et j'ai aussi 5 petits-enfants. Voilà, grande famille, et vous êtes, comme on dit, toujours resté actif et toujours amoureux du Congo, et donc cette expertise que les Congolais aimeraient bien avoir, et que j'espère qu'on devrait pouvoir profiter au Congo un jour, j'espère aussi qu'on en profitera. Mais ce soir, on va justement faire appel à cette expertise, et vous êtes, comme tout le monde, vous suivez l'actualité.
on annonce du côté du Congo à Brazzaville des augmentations sur des produits, notamment les produits pétroliers et même les produits de première nécessité. Alors d'abord, on va commencer par le début. Vous savez, quand on parle du prix du pétrole, les gens se focalisent sur la valeur réelle. Le baril, aujourd'hui, il oscille autour de 82 $ ou 81. Pour les Congolais qui vous écoutent, est-ce que quand on dit que le prix du pétrole est à 81 $, par exemple, l'État congolais ou la SNPC qui commercialise le pétrole achète à ce prix ou c'était un prix de référence pour une négociation? Ça reste un prix de référence pour les négociations parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a plusieurs types de pétrole. C'est généralement le Brent qui est le pétrole de référence, ce que les Américains appellent le WTI, Western Texas, quelque chose comme ça. Et puis, donc, le Congo ne produit pas que le Nkosa, parce que c'est le Nkosa qui est arrimé à ce prix du baril qui est annoncé de façon générale. Nous avons aussi le Ngeno qui représente quasiment les 80% de la production pétrolière au Congo. Nous avons aussi le condensat, notamment le gaz, nous avons aussi le fuel, nous avons d'autres types. Il y en a 7 au total. Donc, généralement, il y a une commission se retrouve pour analyser les prix moyens, réalisés dans le mois. Et celui qui a fait du profit sort gagnant, mais celui qui n'a pas fait du profit, tout le monde s'arrime au prix du moyen, de celui qui a vendu au plus bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On prend un exemple. Un exemple. Voilà, je prends un exemple. Total vend son baril à 90 $. Perenco vend son baril à 60 $. Le prix de référence serait donc 60 $. Donc, ce total va réaliser un delta de 30. C'est-à-dire que vous faites la moyenne entre les deux, hein? Ce n'est même pas une moyenne. On prend le plus bas. D'accord. Parce que celui qui a la valeur la plus basse ne peut pas supporter de payer le delta si on lui demandait de s'arrimer au prix du baril des autres. Sachant que chaque partenaire dans le pétrole a des charges vis-à-vis de l'État congolais. Tout à fait. Auxquelles cette société doit faire face. Donc, tenant compte de ce fait, on s'arrime sur le prix le plus bas des sociétés qui auraient vendu leur pétrole à ce prix-là. Voilà. Donc, il y a une commission qui siège chaque mois sur ce sujet et définit donc le prix moyen le prix du baril réel. Voilà. Maintenant, sur l'année, on prend la moyenne. Voilà, on prend la moyenne et on peut dire qu'au cours de l'année X, le Congo a vendu le pétrole à hauteur de telle valeur. Voilà. Donc, on prend la moyenne non seulement du Nkosa, du Ngeno et des autres, mais on prend aussi la moyenne de la vente des uns et des autres sur le marché international. Maintenant, la production, elle aussi, elle fluctue. Elle fluctue du fait des découvertes. Peut-être que des nouveaux gisements viennent se greffer aux gisements existants. Il y a aussi le fait que certains puits entrent en déplétion, c'est-à-dire que la production baisse pour des raisons de vieillissement ou des travaux de stimulation non réalisés sur ces puits-là. En ce moment-là, effectivement, la production peut osciller à plus ou moins une valeur qui n'est jamais fixe d'une année à l'autre. Voilà. Donc, maintenant, depuis 2014, il y a eu la crise pétrolière. L'exploration a été quasiment reléguée au calendrier grec, ce qui fait que les gens entretiennent de plus en plus les gisements actuels pour les maintenir au moins aux quantités que ces gisements produisent pour pouvoir faire face effectivement au retour d'investissement des uns et des autres qui auraient apporté leurs capitaux effectivement dans l'exploitation de ces gisements. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet, quoi. D'accord. Alors pour le Congolais et pour les Congolaises qui écoutent, le Congo produit du pétrole. On voit bien que l'état de la nation n'est pas au niveau
les autres pays producteurs comme le Qatar, les Émirats Mhm. Arabes Unis, même l'Angola qui est un exemple de modernisme, même si on critique la famille de Santos, mais on voit bien qu'ils Oui. ils ont pu quand même investir dans nos pays. Le Congo engrange de l'argent, mais à contrario, on annonce qu'on va augmenter. Comment le prix du pétrole impacte le consommateur congolais? Pourquoi il y aurait cette augmentation? On dit que c'est le FMI qui impose. Est-ce que les rentrées à la fois fiscales et de la vente du prix du pétrole ne peuvent pas faire que l'État ne soit pas obligé d'augmenter les tarifs pour que les Congolais vivent décemment? Vous posez là une question qui soulève plusieurs, plusieurs points D'accord. pour vraiment éclaircir la lanterne. J'en vois plus ou moins 5, mais c'est tout un, c'est beaucoup de choses à dire. On va essayer, hein, dans le temps qui nous est imparti, Oui. d'éclairer la lanterne donc des auditeurs. Donc, les causes principales de gestion chaotique du pouvoir de Brazzaville peuvent se résumer en 5 points. Il y a des gens qui ont voulu du pouvoir pour le pouvoir jusqu'à l'incohérence que nous constatons depuis des décennies. Ça fait 26, 27 ans depuis qu'il y a eu que certains ont apparemment gagné la guerre contre des compatriotes pour faire main basse sur les richesses du pays. Le vol systémique et systématique des deniers publics comme mode de gouvernance caractérisé par le népotisme, la kleptocratie, le déploiement intense des sociétés du dictateur national dans les mines, le pétrole, le bois, le commerce, la logistique, ponctionnant ainsi la part qui aurait dû revenir à l'État et ou à d'autres Congolais à qui on aurait pu donner la chance d'exceller aussi dans ces différents domaines parce que ce sont des domaines réellement fermés d'une famille et leurs amis. Oui, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la dette. La dette congolaise est abyssale, remboursée pratiquement à la source sous forme de rente pétrolière. Donc, non comptabilisée dans la loi de finances. Dans aucun budget, vous verrez que tout ce que Eni ou les Chinois ou les traders prennent comme part de pétrole dans la production du Congo, ce n'est pas comptabilisé. Comme part de pétrole pour rembourser les dettes du Congo. Voilà, ce n'est pas comptabilisé. On vous dit que le budget du Congo est de 3 000 milliards, mais dans les 3 000 milliards, il n'y a pas ce qu'on a remboursé à Eni, ni à Total, ni aux Chinois, ni aux traders, par exemple. Donc, cette dette est plus du fait de la surfacturation des ouvrages dits éléphants blancs et de bien d'autres projets concédés en toute opacité, tels que la centrale électrique du Congo, avec Eni, sur la base d'un contrat de gré à gré de plus de 1 000 milliards de francs CFA. Dans aucun pays au monde, vous verrez une telle valeur, okay, hein, d'un projet soit décidé de gré à gré avec un club d'amis. Ce n'est pas possible. Ce projet, depuis 5 ans qu'il y a eu son lancement, ou depuis qu'on en parle, depuis 5 ans, et avec tant de capitaux mobilisés, fonctionne qu'à un quart. Vous avez les municipalisations accélérées. Vous avez la dette des traders dont je parlais tout à l'heure, 832 milliards. La dette des sociétés chinoises. La Chine a dû racheter même les dettes des sociétés qui ont participé à la municipalisation accélérée, la construction de la route Brazzaville-Pointe-Noire et pas mal d'autres ouvrages, aéroport de Lombo et tout le reste, le port d'Oyo, tout ça. Hein? La dette intérieure, hein, du fait des engagements non tenus par l'État et qui sont systématiquement reportés au budget des exercices suivants. Je vous parlerai des pensions de retraite, des arriérés des pensions de retraite, des arriérés des salaires des fonctionnaires, des bourses des étudiants. Les étudiants ont 2 ans sans bourse. C'est inimaginable. Vous avez les dettes des 10 sociétés prépondérantes dans lesquelles l'État est actionnaire, notamment la SNPC, qui elle-même est nébuleuse. Son directoire composé d'une vingtaine de membres, en majorité du clan, et marche
plus de 1000 milliards, plus de 1 milliard de francs CFA d'émoluments par mois. Vous avez été à la SNPC, je ne pense, oui, de salaire, je ne pense pas que je sois en train de vous dire du mensonge ici. Parce que, au cours d'une de mes émissions, j'avais dit que le directeur général percevait autour de 80 millions de francs CFA par mois. Ça a même augmenté. Oui, oui, directeur général de la SNBC. Ça a augmenté depuis. Et cette société-là ne produit même pas 1000 barils par jour depuis son existence, alors que la pléthore des personnels administratifs y est constatée. Dans une société qui a pour vocation de produire du pétrole ou d'assurer le gendarme de l'activité pétrolière au Congo, on ne peut pas avoir plus d'administratifs que de scientifiques. Vous voyez, voilà toute la problématique. Vous avez le CFCO, qui lui-même est moribond, la centrale du médicament. On a créé une centrale de médicaments pour approvisionner les pharmacies, les hôpitaux et tout ça. Très bien, mais très vite, elle est entrée en faillite. Vous avez le port autonome de Pointe-Noire, vous avez Congo Télécom. Donc, il y a 10 sociétés comme ça dans lesquelles l'État est actionnaire, mais qui sont toutes défaillantes. Maintenant, la dette avec les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et le Club de Londres, notamment, n'est pas la plus importante. C'est plus ou moins autour de 15% de la dette globale du Congo. Vous voyez? Or, après l'intégration du Congo aux pays plus pauvres très endettés, avait-on obligation à aller de nouveau s'endetter au FMI? On a effacé la dette. Est-ce qu'avait-on le droit de retourner encore solliciter des prêts au FMI? Hein? Donc, la totalité de la dette représente plus ou moins 8% des fonds planqués par les dignitaires dans les paradis fiscaux. Nous avons pu référencer autour de 133 000 milliards de francs CFA que ces gens-là ont volés à la République, qu'ils ont planqués dans les bas de laine, dans les paradis fiscaux, dans les écoles. 133 000 milliards de francs CFA de 2002 à 2021. Beaucoup d'argent, vous voyez, on aurait pu développer le Congo avec ça. Donc, ne peut-on pas aller récupérer ces fonds tels qu'ils l'ont fait pour intégrer le capital des sociétés qu'ils ont privatisées, telles que l'électricité, EDC ou l'ancienne SNE, pour payer la dette et avoir les mains libres pour gouverner le pays au lieu de se soumettre au dictat du FMI. Voilà toute la problématique. Nous avons parlé de l'Angola tout à l'heure, notre voisin. L'Angola est même pas à 1h30 à vol d'oiseau. Là-bas, le litre d'essence est à 195,35 francs CFA. Au Congo, il culmine à 775 francs CFA. L'Angola est pays producteur de pétrole. Ils sont à 18 millions d'habitants. Le Congo est pays producteur de pétrole. Nous sommes à 4 millions d'habitants. Pourquoi nous nous retrouvons à payer 775 francs CFA de litre de carburant? Pourquoi la Corab, si vétuste, continue à fonctionner alors qu'avec les revenus engrangés de 2001 à 2002 à 2021, volés et planqués, aurait dû permettre la création d'une nouvelle raffinerie? Combien de cadres et d'industriels dans les différents domaines d'activité, tenant compte de la péréquation et de l'équilibre des départements, le Congo a-t-il formé sous le règne du dictateur national pour soutenir son économie en près de 3 décennies de règne? Voilà les problématiques qui se posent à nous. Le troisième point, je vais vous prendre un troisième point. Vous avez la balance de paiement, c'est-à-dire le ratio exportation-importation, est fortement déficitaire parce que le Congo n'exporte que le pétrole et le bois. A contrario, il importe quasiment 100% des produits de première nécessité, mobilisant plus de 700 milliards de francs CFA. Pour ne citer que certains aliments, vous avez le blé tendre, autour de 200 000 tonnes, le riz ordinaire, autour de 78 000 tonnes, l'huile de palme végétale, autour de 24 700 tonnes,
La viande bovine, 16 000 tonnes. La viande porcine, 46 000 tonnes. La volaille, 106 000 tonnes. Le poisson, 32 000 tonnes. Je fais fi de tout ce qui est tomates, savon, oignons, conserves, boîtes d'allumettes et tout le reste. Ne peut-on pas renverser cette tendance en créant un lobby congolais dans les 12 départements spécialisés dans l'agro-silvo-pastoral et l'halieutique à partir d'un fonds de garantie des ressources mobilisables immédiatement sur les fonds dilapidés pour booster l'économie du Congo et sortir un nouveau Congo? Voilà un projet que je mets à la disposition du gouvernement congolais. Tout le monde acclamerait et applaudirait. Si les gens peuvent arriver à se surpasser et se dire, bon, oublions la honte, allons de l'avant avec la population. Vous voyez? Mais moi, le quatrième point. La question, c'est... Excusez-moi, allez-y au quatrième point, allez-y. Allez-y. Le quatrième point, c'est le non-partage des richesses du pays à l'ensemble des filles et fils du pays. Aujourd'hui, il est même question de privatisation des grandes entreprises, je l'ai dit, Supra. Quels sont les actionnaires de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique? Il y a des Congolais qui sont actionnaires dedans. Il y a des Congolais qui sont actionnaires à l'énergie électrique du Congo. Mais c'est tous les pilleurs de la République. Ici, en France, il y a ce qu'on appelle le CAC 40, qui est composé de Bernard Arnault, des Bouygues, des Lagardère, qui boostent l'économie française. Au Congo, nous avons les Nguesso et leurs associés. Vous ne voyez pas que c'est toute une escroquerie politique et économique? Est-ce que le Congo peut avancer comme ça? Enfin, il y a un cinquième point, ce qu'on appelle l'obumétrie, c'est-à-dire l'oligarchie, la bureaucratie, les militaires et le tribalisme ont gangréné l'économie du pays depuis que le PCT gouverne. Des générations entières sont sacrifiées sur l'autel de la gloriole d'Nguesso et compagnie. Et les Congolais cherchent l'origine du mal, ou acclament même les bourreaux qui les asservissent. Voilà tout le paradoxe. Corollaire, vous avez des jeunes qui sont allés chercher du travail parce que la seule opportunité qu'on donne aux Congolais, c'est de travailler dans l'armée. Même ceux qui sont dans l'enseignement, ils sont pas payés depuis une vingtaine d'années ou trentaine même d'années. On les appelle les appelés volontaires. Ils n'émargent aucunement dans aucun fichier de la fonction publique, mais ils sont comme des intérimaires. Vous croyez que le Congo peut se développer comme ça? Donc, les maux qui minent le Congo sont tellement profonds que il faille que chacun, ma compétence commence à un niveau donné et s'arrête à un autre niveau, commence celle d'un autre. Mettons-nous tous ensemble comme un maillon, les maillons d'une chaîne, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Le Congo, ce n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais c'est l'affaire de tous. En ce moment-là, on peut endiguer toutes ces histoires dont on apprend aujourd'hui que voilà, on a augmenté les prix des denrées alimentaires, du pétrole et de tout le reste. Le Congo n'a pas besoin de s'offrir un tel supplice parce que le Congo a les moyens de pouvoir se développer. À cela, si on ajoute la gestion opaque des marchés de l'État, la navigation à vue de l'État avec une administration militaro-civile pléthorique, tribal et analphabète, et le non-respect des lois programmatiques édictées par lui-même, l'exécutif, le Congo du dictateur national laissera une longue page sombre de son histoire qu'il faudra à jamais un jour tourner. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question que vous m'avez posée, mais dont la réponse a été aussi longue et assez large. Alors, tous ces cinq facteurs que vous avez cités, ces 5 causes, impactent directement, c'est-à-dire que l'État a une dette que vous dites oui, à 8%. On vient de voir que le Gabon arrive à épurer une partie de sa dette et pouvoir respecter ses échéanciers, avoir des créanciers qui commencent à suivre. Ça, c'est en moins de 2 mois. Le président de transition, Oligui, arrive à le faire. Nous, on a un président qui est là depuis 40 ans. On a un problème, c'est que nous, on va focaliser sur la SNPC, qui est productrice de pétrole, et le ministère des Finances. La Société nationale de pétrole, elle commercialise le pétrole, elle devrait normalement reverser son argent au Congo. Il y a des compagnies pétrolières qui reversent l'argent au Congo.
On va prendre un exemple sur un prix aujourd'hui qui est celui de l'essence, comme vous dites. Pourquoi on arrive à 700, comme vous dites, et pourquoi en Angola, on est à moins de 100? Pourquoi le Congo? Est-ce que ces dettes-là sont impactées directement sur le prix du pétrole, ou tout simplement on retrouve là, dans ce prix de pétrole, ce que tout le monde peut considérer comme de la corruption, où beaucoup de gens peuvent faire que le prix du pétrole soit un moyen de reverser à beaucoup de dirigeants de l'argent? Pourquoi on est si cher Non, que ça? oui, c'est simplement parce que le Congo a besoin d'argent aujourd'hui pour fonctionner. Et ils se sont tournés du côté du Fonds monétaire international qui assure une sorte de monitoring de leur C'est là le problème, administration. c'est un peu là. Souvenez-vous. Monsieur Maboussou, excusez-moi, Pardon? c'est un Oui? peu là le problème. Le Congo a besoin d'argent. La question c'est, un pays doit fonctionner avec des impôts directs et indirects. Où va cet argent? C'est ça. Où va l'argent de la douane? Où va l'argent, comme vous dites, du bois qui est exporté, de toutes ces richesses du pétrole? Où ça va pour que le Congo ait besoin d'argent? Vous comprenez avec moi que toutes les sociétés qui sont dans le bois, Oui. dans les mines et dans le pétrole sont en acquaintance avec ceux qui gouvernent, pour ne pas dire avec le président de la République. Donc, où va l'argent du Congo? Il y a une sorte de récursivité qui se fait. L'argent se trouve planqué dans les paradis fiscaux, dans des bas de laine, et ils pensent que payer les fonctionnaires, c'est régler les problèmes des Congolais. Mais tout le monde, non seulement n'est pas fonctionnaire au Congo, mais en plus, le Congo a besoin de se développer. Il faut développer les mentalités, il faut développer la cité. On ne va pas commander de l'argent auprès des gens parce qu'on veut faire la jeune fille, la belle fille, dans le cas du bassin du Congo, alors que tout le monde sait que ces gens-là sont pleins d'argent. Ils ont planqué. Oligui Nguema au Gabon rembourse les dettes. Pourquoi? Simplement parce qu'il est allé récupérer les bas de laine, l'argent que les dignitaires ont planqué dans leur maison. Mais un grand travail est en train de se faire en silence avec les banques étrangères. Vous voyez? Et d'un seul trait, le Gabon finira par rembourser tous les crédits qu'il a vis-à-vis des pays étrangers et sans les intérêts, parce que quand vous remboursez par anticipation, vous ne payez pas les intérêts des autres échéances. Vous voyez? Donc, il sera de même pour le Congo. Mais pour le faire, comme le pouvoir actuel se recroqueville dans ses errements, je ne sais pas. Il faut bien que les Congolais se réveillent pour comprendre qu'il n'y aurait de Congo salvateur que si les gens arrivaient à effectivement bouter ces gens-là en brèche. Quoi. Voilà, Alors moi, je peux dire. Hein. Je vais prendre un peu le schéma de ce que vous dites, ce que j'ai compris, vous me direz si je me trompe. Vous avez un couple, donc vous avez la femme et puis le mari, donc, et vous avez les enfants. Donc le mari ici représente le pouvoir qui est en place, la femme c'est le Congo et les enfants c'est la population. Donc vous avez le papa qui lui touche de l'argent, qui vend des produits et qui cache l'argent quelque part, mais qui va à la banque pour dire prêtez-moi de l'argent. Mais il a de l'argent qu'il a caché avec ses amis. C'est ça. L'idée c'est quoi? C'est d'asphyxier le Congo. Vous savez ce qui se passe avec la Chine. La Chine, le Congo est en partenariat avec la Chine. Une bonne partie de l'argent volé se trouve planqué en Chine. Les Congolais, lorsqu'ils disent aux Chinois que nous n'arrivons pas à payer telle échéance, ils leur disent non, voici ce que vous avez dans vos comptes. Donc vous êtes tenus de me payer. Si vous avez besoin d'un prêt à hauteur de X, je mobilise la même somme d'argent dans ce que vous avez pour pouvoir le bloquer. Être sûr que vous pouvez me rembourser et chaque mois je pourrai fonctionner dans ce que j'aurais bloqué si vous avez des difficultés à pouvoir me rembourser. Vous comprenez? Donc, cet argent, malheureusement, si M. Sassou Nguesso arrivait à s'éteindre, si on ne fait garde, ben, on perdra cet argent. Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire oui, j'ai tel argent à tel endroit, ben, j'autorise à ce que les Congolais puissent le récupérer. Sinon, ben, c'est perdu. Donc, c'est vrai, on peut aller en négociation avec le gouvernement chinois, avec les banques chinoises, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être les mieux-disants sur les projets de développement du Congo, sur la base de l'argent, cet argent qui serait planqué avec des majorations et ou avec des intéressements, des intéressements sur la base effectivement
de ces fonds. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Donc, on ne peut pas vivre au-delà de ces moyens, mais on sait que nous avons de l'argent. Si vous avez de l'argent, que vous êtes père de famille, vous avez mis de l'argent dans un dépôt à terme, la banque est en mesure de vous prêter de l'argent jusqu'à hauteur de ce que vous avez placé. C'est le cas du Congo. Donc, l'argent se trouve planqué partout, partout. Les Bata, les Gokana, les Itoa, comment ils s'appellent Vous voulez dire que pratiquement tous les ministres, tous les hommes aujourd'hui, tous les ministres sont des prête-noms, ils ont de l'argent quelque part au nom de l'État congolais. Des prête-noms. Les sociétés qui évoluent au Congo, c'est des prête-noms. Si vous prenez l'exemple de la nébuleuse au Congo dans le pétrole, vous avez AOGC. AOGC, à quelle hauteur AOGC contribue au développement du Congo? Quel ingénieur AOGC a formé pour permettre le développement du Congo par les jeunes d'aujourd'hui qui seraient des cadres de demain? Aujourd'hui, on parle des générations futures. Mais l'école est morte. Vous voyez? Donc, après cette classe qui est en train de diriger, ces jeunes qui ont pu éclore, mais il y a un gap, il y a un vide. La preuve, ils sont venus en France pour essayer de recruter des jeunes pour aller travailler, alors qu'ils ont même certains qui sont là-bas, à qui ils ferment les portes. Vous voyez, donc le gouvernement navigue a vu, ils n'ont aucun plan. Ils ont élaboré des plans de développement qu'ils n'ont jamais exécutés, alors qu'ils ont volé l'argent. Donc, ils trouvent des moyens, des subterfuges, pour créer une sorte de sortie d'argent de la République qui se partage. Vous voyez? L'argent du pétrole n'atterrit jamais au trésor public. Pourquoi? Aujourd'hui, ils ont créé ce qu'ils appellent la banque postale, où ils sont actionnaires eux-mêmes. Et une partie de l'argent qui sort des paradis fiscaux arrive à la banque postale pour les besoins du quotidien. Le trésor relégué au calendrier. Juste quand on dit, bon, on paye les salaires des fonctionnaires, ça transite, mais pour aller finalement dans les banques commerciales où le trésor a ses comptes et pouvoir payer les travailleurs. Vous voyez, donc, une république ne peut pas fonctionner comme ça. Les ministres tous les gouvernants qui sont payés en numéraire, vous avez déjà vu ça, quelque part? Un pays qui prétend se développer peut fonctionner comme ça? Où toute l'administration, on sait que le seul pourvoyeur de fonds au Congo, c'est l'État congolais. Mais tous ces commis sont payés à la main. Est-ce que c'est normal? Ministres, sénateurs, députés et tout le reste. Voilà les mots qui minent le Congo et il va falloir penser à un autre Congo où chacun pourrait apporter sa pierre. Au-delà de ce qu'on peut dire, le problème du tribalisme sera réglé par le travail. Si on donne le travail à tout le monde, chacun s'occupera de sa famille et voilà tout. Le tribalisme, c'est un faux problème. Aujourd'hui, on est tous rassemblés pour voir un autre Congo. Donc, c'est pas question de tribalisme. Mais aujourd'hui, les Congolais dans l'ensemble, pleurent les morts qui sont morts hier, sans distinction d'origine. C'est un drame qui est partagé par tout le monde. Hein. Voilà. C'est tout le monde qui est allé, d'ailleurs, escalader ces murs-là pour déposer son dossier. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas passer par le net pour pouvoir déposer un dossier de candidature? Mais comment on peut recruter des gens à une heure aussi tardive on ne comprend pas, en plus? En fait, comme je l'ai dit tantôt, le Congo est en train de naviguer à vue. C'est-à-dire, le Congo est devenu incohérent. Les gens ont voulu du pouvoir. Ils ont eu le pouvoir. Ils ont fonctionné en béba, comme le dit mon frère Mafimba, que, ils n'ont plus rien à démontrer. Tout ce qu'ils font, ce n'est que chimère. Voilà tout le problème du Congo. Alors maintenant, je vous pose une question. Excusez-moi, je sais que ça va peut-être sortir hors de votre cadre d'expertise, mais vous êtes un expert pétrolier. Moi, on a vu, moi j'ai travaillé comme vous un peu dans le pétrole, les Nigériens sont noirs comme nous, ils sont africains comme nous, ils vivent en Afrique comme nous. Le Niger et l'Algérie se battent de très près la première place de pays producteurs. Je pense que même en Afrique noire, le Niger arrive largement en tête.
La question que je me pose, c'est que les Nigériens ont su faire du pétrole une source de revenus, une richesse, comme les Éthiopiens l'ont fait avec Ethiopian Airlines qu'ils appellent l'or blanc, l'avion. La question c'est, eux, ils ont mis en place des mécanismes, comme vous dites, avec des experts. Ils ont des sociétés gérées par des Nigériens, des nationaux, qui créent de la valeur ajoutée sur place. Est-ce que nous avons au Congo des gens qui... C'est la question que j'arrête pas de poser à beaucoup de gens, qui réellement n'aiment pas leur pays, ou on peut vraiment le mettre sur le fait qu'ils sont incompétents parce que beaucoup d'entre eux ont des diplômes qui dépassent les masters et qui sont tous au niveau pratiquement d'ingénieur et doctorat. Et la plupart des cadres qui ont géré la SNPC, qui l'ont créé même d'ailleurs, viennent de ELF, donc de Total. Est-ce que vous pouvez mettre toute cette souffrance du peuple congolais sur le fait de l'incompétence, ou est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté manifeste de tuer le Congolais? Mais bien sûr qu'il y a une volonté manifeste de tuer le Congolais parce que je vous ai parlé de l'obimétrie. La dernière triptyque, c'est quoi? C'est le tribalisme. Si vous voyez, la SNPC a été créée, c'est Lissouba qui avait initié tout cela, et puis les autres sont venus juste récupérer ce qu'ils ont trouvé sur sa table. C'est Serge Ndeko et Ito Bruno qui ont commencé tous les deux à faire ce que nous voyons, c'est-à-dire la SNPC. Mais très vite, ils sont rentrés en conflit d'intérêts. Bruno Ito a dû chasser quasiment Ndeko de là où il était. Vous voyez? Donc, Ngokana est parti lui aussi sur la pointe des pieds, créer AOGC. Oui, c'est ça, tout à fait. Il est allé sur la pointe des pieds, créé AOGC, mais il est devenu plus riche que jamais parce que ils engrangent quasiment, avec Perenco et tout le reste, quasiment 20% de ce qui devait revenir. Non, même pas 20, 50% de ce que le Congo devait percevoir. Donc, il y a 50% il reste de la part du Congo. Oui. Hein, 50% de la part du Congo qui se retrouve entre les mains d'une nébuleuse qu'on appelle AOGC, Petro-Congo, Ifouret, Petroleum, et que sais-je encore. Ouais. Ce sont des sociétés congolaises que vous citez? Ce sont des sociétés congolaises. Mais gérées par des Congolais, parce qu'AOGC, on sait que c'est M. Ngokana. Mais les autres qui auraient pu. Ça dit qu'au niveau de l'Assemblée, ils ont créé une brèche dans ce qu'on appelle le contenu local pour permettre donc l'éclosion des nationaux dans l'activité pétrolière. D'accord. Une très bonne chose. Très bonne chose, oui. Très bonne idée. Ils auraient pu sortir 13 managers ou 12 managers. Donc, un manager dans chaque département, puisque c'est l'État qui a garanti plus ou moins l'éclosion de ces sociétés-là. Donc, dans la Bouenza, le Niari, le Kwilu, la Lekumu, la Likwala, la Sanga, la cuvette ouest, la cuvette centrale, etc., les plateaux, le Poul, on aurait des cadres dignes de ce nom qui auraient pu prendre ces activités-là, tant dans l'exploitation et la production de pétrole que dans les services pétroliers, les le raffinage et tout le reste. Et on aurait fait comme au Nigeria, comme à Sonatrach, en Algérie. Voilà 60 ans que le Congo produit le pétrole. On n'a même pas une école, ouais, où on peut former des cadres, ne serait-ce que des techniciens pour accompagner l'industrie. Ouais. Comment vous pouvez discuter avec le blanc qui vient chez vous? Même la production aujourd'hui, quand Total vous dit nous avons découvert tel gisement, les réserves sont de temps. Vous allez contredire ces réserves-là comment? Si vous n'avez pas la matière vous permettant de mener l'expertise au même moment que Total et confronter les résultats. Vous voyez, toute la problématique est celle-là. Au Nigeria, vous n'aurez pas ça. En Angola, vous n'aurez pas ça. C'est le même problème. Vous voyez? Donc, les problèmes de prix aujourd'hui partent même d'un projet de société pour un meilleur Congo pour demain, qui permettrait donc le partage des richesses sur la base des revenus qu'on aurait engrangés ça et là. Mais non, les gens ont planqué 133 000 milliards dehors.
Même dans les églises. Oui. Comment ça dans les églises? Vous avez plein de pasteurs autour de ces gens-là. Hein. Vous avez plein de pasteurs. Mais prenez l'exemple de celui qui est directeur général de Socotram. Il est directeur ou PDG de Socotram, il est pasteur. Aujourd'hui, il est sénateur, président d'une commission. Il a quel temps en 24 heures, lui, pour faire tout ce travail-là? Dites-moi. Il n'y a pas d'autres Congolais qui peuvent faire une partie de ce qu'il fait. Rien que ça. Vous voyez comment les gens sont mauvais, vraiment. Cette boulimie a atteint un niveau tel que ça finira par faire pchit parce que ventre a fermé la pointe d'oreille. Voilà. Donc, ils sont en train de jouer au chat et à la souris avec le Congo. Le chat, c'est eux, la souris, c'est toujours eux. Vous voyez? Donc, mais un moment arrivera où la progéniture de ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui aura du mal à partir. Parce qu'ils seront obligés de payer les forfaits de leurs aïeuls. Alors, le On gouvernement... ne peut pas laisser tout un peuple dans la souffrance alors que le Congo a les moyens. Regardez même, c'est-à-dire entre vous et moi, qu'est-ce que nous avons en commun? C'est la terre que nous avons en commun. Le Congo existe parce qu'il y a des coordonnées géographiques qui ont permis de délimiter la carte du Congo comme telle. Tout à fait. Mais pourquoi vendre une partie du Congo à des étrangers? Même si on dit oui, c'est une société Massefil Venture ou Massefil Venture, c'est une société de droit congolais et tout. Mais détenant des capitaux du FPR et des capitaux des Congolais. Mais quels sont ces Congolais qui subitement deviennent riches? On ne les connaît pas. Vous voyez? Je vous ai parlé de Bouygues, je vous ai parlé de Bernard Arnault. Hier, il y avait les comment on appelle, Biambanzila, il y avait les Tietie, il y avait les Ebina et tout ça. Voilà c'est ceux dont les noms ont porté du fait de leur know-how, de leur connaissance. Vous voyez? Mais est-ce qu'on a aidé ces familles-là à prospérer? Jamais. Rien qu'en leur offrant des marchés publics, rien. Mais aujourd'hui, on organise des fêtes pour que Joujou Sassou Nguesso puisse nourrir ceux qui vont être sous le chapiteau qui sera en location. On organise des voyages parce qu'on fait louer des jets privés parce que c'est une Sassou Nguesso qui loue les jets privés. Où va-t-on? Pourquoi cherchons-nous le mal alors que le mal est là, devant nous? Voilà toute la problématique du Congo. Le Congo ne peut pas être limité à une famille. Voilà. Et donc le Congolais va payer tout ça à chaque fois. Le Congolais va payer. Le Congolais va payer ses dettes. C'est-à-dire que le Congolais paye des dettes alors que d'un côté, il y a des poches qui sont pleines et qui peuvent effacer ces dettes-là. Et la question qui va être posée, qui est quand même assez étonnante, vous dites que, excusez-moi de vous interrompre, hein, que la Chine, non. La Chine voit bien qu'il y a des comptes qui sont pleins et que, comme disent certains, la dette du Congo peut être effacée en un claquement de doigts. Ou tout simplement en appuyant sur un bouton et le virement bancaire d'un compte à quelqu'un peut effacer la dette du Congo. Mais pourquoi le FMI prête de l'argent s'ils savent que XY ont de l'argent sur le compte? Pourquoi ces compagnies comme le FMI, les clubs de Paris et de Londres, continuent à endetter les gens, eux aussi participent au pillage du Congo? Le club de Paris n'a pas de dette, le Congo n'a pas de dette vis-à-vis du club de Paris, c'est à zéro. Maintenant, c'est le club de Londres, c'est le FMI qui sont en programme avec le Congo. Mais on ne prête qu'aux riches, vous pouvez comprendre. Donc le Congo n'est pas pauvre. Si on arrive à prêter au Congo, c'est parce qu'ils savent qu'il y a l'argent au Congo. Ils savent qu'ils peuvent récupérer leur argent. Prêter de l'argent aux Congolais. Pardon? Ils savent qu'ils peuvent récupérer leur argent. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Total, quand il fait une découverte d'un gisement, mais il va hypothéquer le gisement là à l'extérieur, auprès d'une banque. Le gisement est congolais. Donc le FMI sait que Total a hypothéqué tel gisement à hauteur de temps qu'il va produire pendant 50 ans. Donc ça va générer tant de ressources. Donc on peut prêter de l'argent au Congo. Non, sortons de cette logique d'aller emprunter inutilement de l'argent alors que nous en avons. Il s'agit juste simplement de nous organiser. La logistique, simplement la logistique et l'agriculture, l'agro-silvo-pastorale et l'halieutique peuvent permettre le développement du Congo et donner du travail à tous les Congolais.
Nous avons le bois. On peut transformer ce bois in situ, construire des maisons, donner des maisons à tous les Congolais équipés en lit, en living, en matelas, en tout ce qu'on veut, avec le parquet comme carrelage. Nous avons le bois qu'on peut transformer sur place. Vous voyez? Donc, il y a plein d'expertises dans les diasporas et au Congo qu'on peut mettre à profit pour permettre au Congo d'éclore. Mais il ne s'agit pas de concentrer le développement du Congo sur une famille et leurs amis, avec tous les antivaleurs qui sont leur propriété aujourd'hui. Pour accepter d'être à la mangeoire, voici les conditions et autres. Si vous n'acceptez pas, vous êtes out. C'est ce qui fait que nous autres, nous nous retrouvons, comme nous ne nous reconnaissons pas de cette logique-là, on se retrouve ailleurs. Voilà toute la difficulté du Congo. Or, le Congo, pour se développer, doit prendre tous ses fils. Le Rwanda n'a rien à nous apprendre à l'agriculture ou au développement ou à la construction des maisons et autres. Nous-mêmes, de par nous-mêmes, on peut se développer. L'Angola a fini la guerre. Dès qu'ils ont décidé de vouloir se développer, ils l'ont fait. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que rien n'est impossible. C'est juste un sursaut d'orgueil, le courage et la volonté politique. C'est pas un problème de bon leadership, parce que c'est peut-être un problème de leadership. Et je voulais poser une question en termes de leadership et justement des gens qui dirigent le Congo. Il y a une phrase qui revient souvent, je vais vous en poser deux parce qu'on va bientôt finir. Il y a une phrase qui revient souvent, le président veut bien, mais il a peur parce que la France ne veut pas que l'Afrique se développe. La France, les Occidentaux obligent l'Afrique à ne pas se développer. Nous, quand on prend l'argent, on doit acheter tout ce qu'on achète, ça transite par le trésor français. Alors, on voit à côté la Côte d'Ivoire, ou faut être comment on appelle ça, Monsieur Ouattara, même en très peu de temps, est en train de bâtir des autoroutes à moindre coût par rapport au Congo. Est-ce que la raison du blanc qui n'aime pas l'Afrique et qui serait là à menacer le pouvoir congolais est une raison que vous, en tant qu'expert... Ça, c'est un prétexte. Ça, c'est un prétexte. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc, rien ne se cache sous le soleil. Plus rien ne se cache. Donc, c'est pas la France qui peut empêcher le Congo de se développer. La preuve est que la France n'a pas empêché le Congo d'aller signer des contrats avec les Chinois, avec les Russes, etc. Ouais. Pourtant, c'était son bastion de prédilection. Ouais. Donc, le Congo jouit de sa part de production pétrolière. Aujourd'hui, est-ce que le Congo en fait bon usage? Est-ce que la France a empêché les dignitaires d'aller planquer leur argent? Du tout. A contrario, ils ont gardé les biens mal acquis de France à la banque de dépôt et de consignation, à la caisse de dépôt et de consignation en France. Pourtant, c'est leurs amis. Vous voyez? Oui. Vous voyez? Donc, l'argent se trouve bloqué. Ils ne mettront jamais cet argent à la disposition du pouvoir corrompu, parce qu'ils savent que le pouvoir de Brazzaville est corrompu. Pourtant, c'est leurs amis. Donc, c'est un prétexte. Il y en a qui disent, oui, il n'y a pas de leadership. Monsieur Sassou Nguesso, j'aime pas prononcer son nom parce que il fait mal aux Congolais, ce monsieur. Il est intelligent pour s'enrichir et faire mal aux Congolais. Voilà son projet de société. Parce que un individu digne de ce nom n'aurait pas pu faire une guerre contre son peuple. C'est pas possible. Ou contre la démocratie même, qui permettait le développement du pays. Nombreux sont ceux qui ont jeté l'anathème sur Lissouba hier, qui lui jettent des fleurs aujourd'hui, parce qu'il avait des longueurs d'avance sur tout le monde. Vous voyez, malheureusement, le Congo a pris du retard, mais nul n'est éternel ici-bas. Nous passerons tous. Vous avez de l'espoir et vous continuez à garder de l'espoir, et donc vous êtes toujours convaincu que les choses changeront, et c'est pour ça que pour vous, il faut travailler à garder les Congolais éveillés et à prendre conscience. Tout à fait. Il faut travailler et il faut que unis d'abord, rassemblés, parce que les histoires de tribalisme ne nous amèneront nulle part. Voilà. Nous avons tous le même air que nous respirons, nous avons tous les mêmes besoins. Il faut permettre aux enfants, aux petits-enfants d'avoir un bel avenir. Donc, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre ou de je sais où, nous avons ces besoins-là. Or, si nous n'avons pas l'éducation garantie
la sécurité sanitaire garantie, la sécurité alimentaire garantie, rien ne peut se faire. Un pays où tout s'importe, ça peut aller de l'avant. Jamais. Jamais. Donc, et on dit que le Congolais est fainéant. Le Congolais est fainéant parce qu'on l'a rendu fainéant. Mais aujourd'hui, si on dit aux Congolais, on te donne la maison, on te donne le travail, on te donne la santé, on te donne l'éducation pour tes enfants, on te donne le transport. Mais en retour, il faut que tu rembourses parce que c'est un bail. Le Congolais va refuser et mettre en place un système de contrôle permettant effectivement de s'assurer que il y a un retour d'investissement. Le Congolais ne pourrait pas s'en sortir. Au contraire, tous ceux qui sont des diasporas rentreraient au Congo. Chacun pourra apporter son expertise. Et qui serait rémunéré à hauteur, effectivement, de ce qu'il aurait apporté comme know-how, comme connaissance, pour permettre au Congo d'avancer. Alors, voilà ce à quoi je pense. Hein, et c'est possible. Hein, c'est possible. Et ça va arriver. D'accord. Et alors, une avant-dernière question. Le gouvernement de Makosso, tous les premiers ministres sont passés. Il est là aujourd'hui en place. La politique qu'il mène, on sait qu'elle vient du président. Les ministres et tous ces gens, on le dit, ils sont compétents. Ils ont quand même affiné leur politique. Quelle est la marge de manœuvre d'un Premier ministre? Le Premier ministre n'a pas de marge de manœuvre parce qu'au départ, il est élu pour exécuter le projet de société pour lequel celui qui est là a été élu entre guillemets. Ils ont un plan national de développement qui, en 3 fois, n'a jamais décollé. A contrario, chaque fois qu'il y a une petite ouverture, l'argent est détourné. On revient au même problème. Donc, M. Makosso profite aussi de sa position pour s'enrichir. Comme l'avait fait Mwamba Clément, qui s'est retrouvé avec 9 villas au centre-ville de Brazzaville. Rien que ça, sans compter le reste. Mais aujourd'hui, il en est où? Il n'a même pas eu le temps d'en jouir. Vous comprenez? Donc, Makosso, il a des super ministres autour de lui, c'est-à-dire des ministres d'État, qui ne rendent compte qu'au président de la République. Et rien que ça, ça l'affaiblit. Vous avez vu que, comment il s'appelle, le ministre des grands travaux. Là. Bouya, Jean-Jacques. Bouya a été quasiment dépouillé de toutes ses charges au profit du Premier ministre. Ce qui reste un mystère encore, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ce dépouillement. Mais pourquoi on ne le justifie pas? Le gouvernement devait le justifier. Pourquoi on a dépouillé l'autre alors que pendant plus de 30 ans, il a volé la République? Il faut qu'on nous le dise. Oui. Tous les marchés de l'État jusqu'à hauteur de 2 milliards. Il signait, c'est lui qui signait sans rechigner. Voilà tout un pouvoir qu'on donne à quelqu'un qui n'a même pas fait ses preuves à l'INA Congo. Apparemment, il était pilote, mais personne ne l'a vu piloter un seul avion. Hein? Et même quand on est pilote, c'est pour autant que, voilà, tu viens, tu te sers sur la République. On va créer des sociétés en Chine pour venir exécuter des municipalisations accélérées et on surfacture et l'argent, on se le distribue en Chine. Voilà pourquoi l'argent se trouve planqué en Chine. C'est pas difficile à comprendre. Oui. Et le partenaire le plus en vue vis-à-vis de l'État, c'est quoi? C'est la Chine. Pourquoi? Et la dette du Congo vis-à-vis de la Chine, c'est la plus importante. Et ça peut se comprendre. Oui. Donc, il faut se surpasser. La solution la plus simple serait de faire partir M. Sassou Nguesso. Comment? C'est aux Congolais de trouver la formule. Voilà. C'est aussi à tous ceux qui réfléchissent d'apporter des solutions. C'est aussi à tous ceux qui essaient de réfléchir d'apporter la solution. Est-ce que, je vais terminer par là, excusez-moi, parce que je sais qu'on court derrière le temps, ce sera ma dernière question, si vous pouvez le faire en 2 minutes et puis conclure. Est-ce que le départ de M. Sassou signerait la fin de la souffrance des Congolais? Pas toujours, parce que M. Sassou n'est pas seul, c'est tout un système. Maintenant, il faut bien qu'on aille vers, comment dirais-je, ce qu'on appelle vérité, réconciliation, pas comme la conférence nationale, mais que chacun vienne au moins, qu'il y ait des sentences
pour qu'une vraie justice puisse faire la lumière sur tout ce qui s'est fait et surtout les audits. Il faut auditer la République du Congo du Congo du fond en comble pour chercher à savoir qui a fait quoi. Vous avez construit telle maison, très bien. Vous travaillez où? Vous travaillez à tel endroit. Quel était votre salaire? On fait le calcul de votre salaire par rapport à ce que vous avez construit. C'est pas la jalousie, c'est pas la haine ni la convoitise. Mais c'est pour remettre les gens sur les rails. Parce que regardez tout ce qui se passe à Ngamakoso et partout ailleurs. Une république faite comme ça, c'est vrai qu'il y a les inondations à Calais, un peu partout, mais c'est pas la même chose. Il y a des calamités ailleurs, mais au Congo, c'est du fait du banditisme de ceux qui ont autorisé d'autres à aller construire là où il ne fallait pas le faire. Par exemple, là, vous prenez la ville de Pointe-Noire, le quartier qu'on appelle Chikobo. Chikobo, c'est par là que passent tous les égouts, les conduits d'eau de ruissellement et autres. Mais les gens sont allés construire là-bas et affaisser quasiment ce lot-là. Ce qui fait que quand il pleut à Pointe-Noire s'inonde depuis le port jusqu'à Tietie là-bas. Vous ne voyez pas que c'est du banditisme? Il faut bien que ces gens la rendent compte demain. Pourquoi ils ont fait ça? Même le colon n'avait pas fait ça. Vous voyez? Donc, après M. Sassou, il faudra faire la lumière sur tous ceux qui ont géré le Congo. Un, pour qu'ils remboursent l'argent. Un, d'abord, pour qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont fait, donc les audits. Deux, une fois qu'on aura su ce qu'ils auront fait, il faut qu'ils remboursent l'argent pour qu'on développe le pays. Une fois qu'on aura développé le pays, on fera table rase du reste. Voilà. Et repartir sur de nouvelles bases avec les frères et les sœurs pour que le Congo soit désormais un pays qui peut compter sur le Conseil des Nations, quoi. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, pour conclure, je dirais juste que le PCT qui gouverne demain de faire le Congo applique ces deux devises que sont Ebonga et Bongaté toujours meilleur, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais retenons simplement que seule la lutte libère. Personne ne viendra sauver le pays sinon que les Congolais eux-mêmes. Diaspora et ceux qui sont au pays inclus. Par un sursaut d'orgueil et pour le salut des petits-enfants, de nos petits-enfants et de facto du Congo tout entier, il est question de bouter en brèche cette classe d'oligarques qui a pris en otage le pays tout entier. L'heure n'est plus au constat, mais plutôt à l'action pour aller vers cette dynamique salvatrice pour tout le monde, pour que le Congo soit réellement sauvé. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Voilà. Merci beaucoup, M. Baboussou. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour votre message. J'espère que les Congolais auront compris. La vie chère, on l'aura encore pendant longtemps, tant que le pouvoir en place n'aura pas compris qu'il faut changer et qu'il faut changer parce qu'on doit gérer un État et surtout qu'on doit prendre soin de son peuple. M. Baboussou, merci beaucoup et à très bientôt, peut-être bientôt, très pour un autre encore. C'est moi. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Au revoir. Merci. Plaisir est mien. Merci. Au revoir.